D'abord une éducation à la fois complexe et sinueuse, parce que la notion même du système éducatif, je ne l'ai jamais idéalisé, je l'ai vécu d'ailleurs avec plutôt difficulté, on va dire aussi, et encore une fois une espèce de non-compréhension va été de certains codes de ce qui était le système éducatif, et ça pendant toute ma scolarité, avec aussi l'idée de ne pas faire d'études, hein, ce qui finalement apparaissait logique à la fois à ma famille et au système que je pouvais m'arrêter le plus vite possible. En vérité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça parce qu'il y a eu le passage à l'université. Pour moi, l'université a été vraiment un moment, je dirais, de libération quelque part, parce que d'épanouissement très clairement, d'envie, de soif, de faire beaucoup de choses, de faire des choses différentes, de pouvoir les faire en tout cas, et cette espèce de non-interdit, de pouvoir aller de cours en cours, m'a beaucoup intéressé, enrichi, etc. Et ça a aussi été quelque chose qui m'a permis de mieux me connaître, parce que à la fois avoir un réseau de sociabilité extrêmement large d'un seul coup, aussi, de connaître des gens très différents, des étudiants et des étudiantes, mais aussi d'aborder des questions différentes. Je suis arrivé en histoire, mais j'étais aussi avec un double cursus en géographie, qui s'est un petit peu mis un triple cursus en sciences politiques, et cette idée en tout cas de travailler sur différents axes qui se ressemblent, hein, en tout cas au départ, m'ont paru quelque chose d'extrêmement fort et qui ont marqué beaucoup mon parcours, en tout cas, de refuser d'être en silo. Et puis ensuite, dans la série de mon parcours, hein, c'était de travailler le plus vite possible pour gagner sa vie, tout simplement. Et l'enseignement, quand on a fait de l'histoire, c'est finalement ce qu'on sait faire aussi, de travailler, de devenir capétien, et puis ensuite de passer l'agrégation, de passer un doctorat, donc là ce qui était aussi un peu différent tout en étant enseignant du second degré, et après un cursus, j'allais dire, un peu plus classique, hein, qui était celui de formateur d'adultes, à la fois en UFM, puis comme professeur agrégé à l'université de Saint-Denis, Paris 8, et puis à partir de 2012 comme maître de conférence, puis professeur d'université à l'université de Montpellier. Il y a quand même dans ce cursus qui peut apparaître linéaire a posteriori une inflexion forte, puisque en gros ma thèse était en histoire diplomatique, en histoire politique, contemporaine, mais une histoire très diplomatique qui m'a beaucoup apporté, qui m'a enseigné en vérité beaucoup de façons, une méthodologie en tout cas historique, on va dire rigoureuse, rude, avec l'archive, en tout cas un goût de l'archive important pour moi, puisque en gros je suis resté d'ailleurs dans ce milieu diplomatique en étant pendant 25 ans membre de la commission de diffusion des archives diplomatiques françaises. Donc quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui a marqué en été après des préoccupations qui seront celles de l'éducation. Donc ça peut paraître comme un changement fort, mais pour moi il y a eu encore une fois une inflexion effectivement vers l'éducation à partir du début des années 2000, notamment m'intéressant encore une fois à des itinéraires humains, je pense des itinéraires d'instituteurs, et puis très vite à l'éducation nouvelle et à Ovid de Crowley. Je dirais que dans la formation, au départ évidemment elle est initiale en histoire, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est en histoire diplomatique. Donc il y a beaucoup de références. L'idée d'ailleurs n'était pas tellement d'aller en histoire, mais plutôt dans ce qui s'appelait les relations internationales. Je me suis retrouvé d'ailleurs aussi, au moment où on avait encore un service militaire, je me retrouvais enseignant en relations internationales et en géostratégie, donc ce qui peut un peu surprendre aujourd'hui par rapport à mon parcours. Mais en réalité, cette formation en tout cas diplomatique est pour moi toujours importante, et j'ai gardé d'ailleurs ça en étant après toujours membre de la commission de diffusion des documents diplomatiques. C'est quelque chose que j'apprécie parce que justement on a ce soin des archives, et aussi ce soin de la diversité des acteurs. Donc je dirais que là, évidemment, mon directeur de thèse, qui était Georges-Henri Soutou, est un diplomate aussi. Son père était diplomate, mais lui-même, dans sa façon d'être, en tout cas, c'est une façon toujours très fine et complexe de comprendre un événement en tout cas, et un processus.
Donc je dirais que c'est quelqu'un d'important. Puis il y a Yves Lacoste, parce que ça peut aussi être moins connu dans mon parcours, mais comme il y a un double cursus en géopolitique, avec ce qui s'appelait à l'époque un DEA, avec une possibilité de thèse d'ailleurs, qui avait été envisagée avec lui, et c'est quelqu'un qui m'a marqué aussi, parce qu'il y a cette finesse aussi de l'analyse, et puis il y a aussi cette question des rapports de force qui rentrent en compte, et je trouve qu'ensuite, en entrant dans l'histoire de l'éducation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Dans d'autres personnes, j'allais dire, je vais donner exprès pour pas dire des mentors, ne pas dire ce genre de choses, parce que ce sont des collègues, et ce sont des collègues en activité pour la plupart, enfin qui se sont arrêtés il y a peu de temps. Il y a Antoine Savoie, parce qu'Antoine Savoie est un sociologue de l'Université de Paris 8 et qui m'a beaucoup influencé, parce que justement ce côté de socio-histoire, de pas accepter la moindre certitude, de pouvoir être toujours dans le doute, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, une curiosité, mais là il y a un travail de fond et de finesse qui m'a toujours intéressé. Il y a aussi évidemment Rita Hofstetter, qui est enseignante évidemment à l'université de Genève. Je dis évidemment parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé sans le savoir. Maintenant elle le sait plus parce qu'on se connaît mieux, mais c'est quelqu'un à qui j'apprécie énormément les travaux, et à chaque fois en tout cas c'est un guide et un accompagnement important. Et puis le dernier, c'est André Robert, hein, qui a été aussi le garant de mon HDR, et c'est quelqu'un qui m'a marqué aussi parce que, et qui me marque encore, parce que c'est à la fois dans ses travaux quelque chose qui n'est pas dans l'évidence, on va dire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ses collègues, c'est que qui sont devenus des collègues, parce qu'ils structurent ici véritablement leurs travaux en pensant à une recherche, et à essayer d'ouvrir en tout cas à chaque fois la réflexion et d'être constructif. Je vais prendre comme contexte justement l'ouvrage qui s'appelle Spirus Gay, l'acrobate anarchiste, parce que rien qu'en disant son nom, en disant le titre déjà, ça interroge, ça pose question. C'est un livre restant qui est sorti il y a quelques mois, en 2025. Et puis c'est un livre intéressant pour moi, important, parce que j'ai trouvé qu'il était à la convergence de préoccupations que j'avais de plusieurs années. Donc déjà eu un plaisir intense à le faire. C'était aussi ça, c'est ce plaisir aussi de la recherche. J'y reviendrai, mais c'est aussi une recherche, on va dire, indiciaire, hein, parce que c'est un personnage absolument inconnu, il faut être très clair, et à la fois fascinant, parce que en tout cas, encore une fois, disciplinaire dans le sens vraiment fort, parce qu'il est à la fois un acrobate, il est un jongleur, mais c'est aussi un naturiste, c'est aussi un militant anti-alcool, c'est aussi quelqu'un qui sera un libre penseur et qui exprimera beaucoup d'idées assez fortes justement sur les libres pensées, qui croit à l'altruisme aussi social, et puis qui est franc-maçon en même temps. Donc une espèce de variété, en tout cas, qui m'a semblé à la fois représentative de beaucoup de choses que je faisais depuis quelques temps, et de façon aussi pas du tout étonnante, hein, mais on voit bien que c'est une biographie, et ça c'est un des premiers pans de mes travaux finalement maintenant depuis très longtemps, on va dire, c'est-à-dire ce travail sur les biographies, c'était travail sur des itinéraires. D'ailleurs ma thèse même en histoire diplomatique était des itinéraires humains, était des itinéraires politiques, c'est ça qui m'intéressait. Et là, depuis évidemment, dans mes travaux, c'est s'intéresser à l'échelon de l'individualité, en tout cas ici, et de ses biographies. Donc ça, c'est un élément évidemment important, et de ces biographies libertaires, hein, parce qu'avec avant Spirus Gay, il y avait des travaux notamment sur Mariot, hein, qui est une des pionnières justement du néo-malthusianisme, comme on dit, mais aussi des personnages moins connus comme Émilie Lamotte, qui est une personnalité justement, on va dire, en dessous du radar. Je m'intéresse beaucoup plus maintenant à ces gens en dessous du radar, et qui ne sont pas des figures, en tout cas, de l'histoire connue, de l'histoire éducative, mais qui ont participé à leur façon à penser une nouvelle éducation. Et la même chose avec l'ouvrage sur Paul Robin, où d'ailleurs dans la logique, hein, je m'étais intéressé à la mort de Paul Robin, qui s'est suicidé, qui a écrit quelques années avant sa mort un texte assez peu connu, qui est en été non seulement pas simplement une notion sur le suicide, mais en été qui relate en été sa vie, et j'ai trouvé que avoir justement la logique même d'un individu à travers sa mort est toujours un élément fort. Et donc Spirus Gay était finalement un peu la suite logique de ce travail sur les personnages. Puis derrière, il y a quand même un autre axe qui est pour moi important, c'est celui évidemment de l'éducation nouvelle. Mes premiers travaux, et d'ailleurs j'y suis toujours attaché, sont sur
Ovid de Crolly, ce pédagogue évidemment belge incontournable pour l'éducation nouvelle. Et mes premiers travaux d'ailleurs étaient des biographies aussi, d'abord des textes de Crolly, mais aussi une biographie, et puis de nombreux articles. Et puis là d'ailleurs je suis en train de rédiger une autre biographie qui en vérité essaye d'être une non-biographie encore une fois. C'est d'ailleurs la première chose importante pour moi, c'est que j'essaye non pas de relater finalement la vie de quelqu'un du début à la fin, mais d'essayer de voir un peu le puzzle de sa vie à travers des éléments, des sources aussi, qui sont celles de sa correspondance en règle générale, mais aussi des choses indirectes, hein, méconnues. Et il y a un autre ouvrage évidemment, qui pour moi est important dans ma formation, c'est celui sur Francisco Ferrer, qui est un pédagogue, justement pour moi, à la fois un maillon, à la fois d'éducation nouvelle, mais aussi d'éducation libertaire catalan. Et le travail que j'avais fait sur lui était en vérité de relater, encore une fois, un contexte, de relater aussi un processus qui nous permettait de voir, de comprendre en vérité ce que pouvait être l'éducation pour ces personnalités. Donc ça, c'est des éléments forts. Et le troisième, et c'est pour ça que Spirus Gay est un peu à la phase là-dessus, c'est ce côté matériel aussi. J'ai toujours été intéressé aux objets, à la façon de diffuser en été une éducation ou une pédagogie. Et je pense bien sûr au manuel scolaire. Bon, j'y suis un peu attaché parce que la direction du centre qui s'appelle le CEDRE, qui est un centre d'histoire de l'éducation à Montpellier, est d'abord connu pour ses manuels scolaires, mais pas que. Je crois que justement les travaux que j'ai essayé de faire sur le tableau, hein, l'histoire du tableau, aussi l'histoire de la photo de classe, enfin, des éléments qui nous apparaissent peut-être évidents hein, au quotidien, mais qui pour moi reflètent des objets intéressants. Et ça, c'est un filon aussi qui m'intéresse, cette matérialité. Et à travers Spirus Gay, qui n'était pas que pédagogue, et c'est ça qui me semblait intéressant, on voit qu'on le reconnaît par des éléments aussi indirects. Hein. Encore une fois, ce personnage a écrit, donc déjà ce qui était un peu nouveau, parce que j'ai retrouvé un peu des écrits, ce qui était moins connu, mais il est aussi connu par la presse, hein, on a trouvé plus de 500 occurrences justement qui parlent de lui, mais dans des domaines très très variés. Et c'est à mon avis cette variété, j'y reviendrai tout à l'heure, qui dessine pour moi aussi cette compréhension historique. Hein. Il n'y a pas une façon de faire, mais il y a évidemment des notions, des points de vue en tout cas, qui sont des zooms. Et donc là, ce passage finalement à des figures, hein, c'est-à-dire Ovid de Crolly est une figure, et j'y suis aussi encore une fois très attaché, parce que je pense que l'étude des figures est assez fondamentale aussi, elle n'est pas du tout en contradiction, mais aujourd'hui je m'intéresse beaucoup plus à des personnages qui, finalement moins connus au départ, sont aussi à leur échelon, on va dire comme ça, hein, c'est pas, absolument pas péjoratif dans mon état d'esprit, mais c'est de se voir à travers cette histoire indiciaire, des personnages qui ont donner aussi une réflexion qui est des fois pas du tout stratégique, qui n'est pas liée à des rapports de force ou à des rapports de pouvoir, mais qui marque en vérité un milieu. Je dis ça parce que dans l'ouvrage sur Spirus Gay, j'étais frappé par son vocabulaire, par exemple. On a très peu de choses sur sa scolarité, qui visiblement était très courte, et on a pourtant un vocabulaire, une façon de s'exprimer, ses aphorismes, qui marquent en vérité une formation, une éducation qui était dans des sphères non scolaire. Et là, on revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'avais eu une éducation et une scolarité extrêmement complexe et sinueuse, et c'est un vrai euphémisme. Eh bien, ça m'intéresse de me dire justement comment on peut aussi, hors de l'école, avoir une éducation. Donc voilà, ici, c'est pour brosser un peu ce genre de choses, c'était important pour moi. Et l'idée même de passer finalement de Crolly à Spirus Gay peut évidemment amuser hein, au premier abord, mais pour moi, c'est l'essence même d'un chercheur, c'est d'essayer de ne pas rester dans son sillon, de ne pas travailler en silo. Et par exemple, quand de l'éducation nouvelle, qui est quand même finalement le début de mes travaux, et encore aujourd'hui, ben, le passage vers ce qu'on a appelé les pédagogies alternatives ont été pour moi une évidence, c'est-à-dire s'intéresser à des pédagogies actuelles, mais avec des résonances très fortes historiques. Et ce lien, évidemment, et je pense que quand on est même historien, mais en sciences de l'éducation, c'est cette idée de faire ce lien permanent entre le présent et le passé. Et ça, c'est quand même une gymnastique extrêmement intéressante et à mon avis assez constructive. Et dans cette idée justement des pédagogies alternatives que j'ai creusé, etc. Il me semblait que c'était un élément fort. Bah, j'ai pu passer à l'éducation, on va dire, dehors. Hein. Encore une fois, ça peut apparaître un peu étonnant, mais pour moi, ce ne sont pas des inflexions, c'est une réalité. Et en parlant de l'éducation dehors, qui est devenue aujourd'hui une vraie réalité
on va dire, éducative et actuelle, eh bien, c'était aussi parler de cette éducation nouvelle qui, a un siècle, finalement, travaillait aussi sur l'école dehors. Donc l'idée hein, de ces sillons qui peuvent apparaître comme ça, chacun déterminé par un propre réseau et puis une compréhension en tout cas d'une histoire, pour moi tout ça se relie. Et pour finir, évidemment, c'est ce qui m'intéresse, c'est ces réseaux de sociabilité. Et c'est pour ça que j'y attache beaucoup d'importance, parce que ce lien entre les personnes, cette recherche, en tout cas, me semble important. Et un ouvrage qui me tient aussi à cœur, que j'ai pu faire à Bruxelles, hein, qui est sur justement la franc-maçonnerie belge et l'éducation au sein d'une chaire qui s'appelle la chaire Verhagen, m'a permis d'avoir accès notamment aux archives de certaines obédiences maçonniques qui n'avaient été d'ailleurs, qui avaient eu une propre histoire, puisqu'en gros elles avaient été volées, spoliées par le régime justement de Vichy, et puis en Belgique, pareil par le régime de collaboration. S'étaient retrouvées à Berlin en 1945 pour ensuite être pris à Moscou, pour ensuite revenir dans les années 90-2000, et donc des archives assez particulières. Et c'était évidemment aussi une importance pour moi de travailler aussi sur des archives qui n'avaient pas le côté historien, le côté inédit, hein, d'ouvrir des archives que personne n'a regardées, est toujours quelque chose de fort, mais derrière ça, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était ces réseaux de sociabilité, ces connaissances aussi d'individus, et puis cette espèce d'observation aussi a posteriori, en n'essayant pas de dire ça s'est passé nécessairement comme ça, je crois qu'on est très loin de la certitude, mais d'essayer de mieux comprendre une époque pour aussi mieux comprendre la nôtre, puisque à mon avis en tout cas, l'histoire n'a qu'un intérêt, c'est de mieux comprendre notre présent à partir du passé. Alors faire passer des idées, c'est déjà une façon de voir les choses, parce qu'on était dans un ouvrage historique, on essaye déjà de retracer, d'être dans le contexte, d'essayer de comprendre les choses, donc ça me semble ici le plus important, en tout cas ici. Mais oui, on fait passer toujours quelque chose, hein. L'histoire c'est quand même une interprétation d'un certain point. En réalité, je m'intéresse de plus en plus, et c'est pour ça que même avec De Crowley, dès le départ, c'est un pédagogue qui n'est pas que pédagogue. J'allais dire que pour moi, c'est aussi une vision aussi de l'éducation. L'éducation est un fait social, global, total, et qui finalement est difficilement décelable dans certains domaines. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on s'intéresse à son engagement, si on s'intéresse aussi à sa vie affective, si on s'intéresse aussi à ses amis, à ses réseaux de sociabilité, à ses engagements complets, on a aussi une notion sur l'éducation. Et puis tout à l'heure, j'en ai un peu parlé, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les différentes formes d'éducation, parce que on peut penser à évidemment l'éducation scolaire, mais à la fois chez De Crowley ou d'ailleurs chez Spirus Gay, on voit des éléments différents. Je prendrai juste l'exemple de Crowley, c'est un médecin. Donc on voit bien quelqu'un qui est un bourgeois, libéral, bruxellois, qui reflète en réalité son temps et le bien connaître en réalité ce qu'est ici cette bourgeoisie bruxelloise était fondamental, mais aussi c'est un personnage atypique parce que ça dessine aussi ce qu'est l'éducation, hein. C'est à la fois une transmission et donc il transmet aussi ce qu'il connaît, il fait partie d'un milieu. Et puis à ce côté aussi émancipation, qu'on le veuille ou non, c'est une personnalité qui a essayé de changer la société. On se trompe souvent aussi, et c'est une des idées que je voulais faire passer d'ailleurs sur le livre sur De Crowley, et beaucoup de travaux que je fais sur De Crowley, c'est qu'aujourd'hui on n'a que quelques écoles de Crowley, mais en vérité c'est un personnage qui a voulu dès le départ changer l'ensemble du système éducatif, et ça change un peu la donne à mon avis de dire ça, parce que ça montre aussi une vision assez globale de l'éducation. À travers Spirus Gay, je fais exprès de faire ce lien entre les deux parce qu'ils ne se sont absolument pas connus évidemment, mais on a comme ça une préoccupation forte. C'est un pédagogue parce qu'il a créé un gymnase, une volonté de penser une éducation justement à la fois de la tête, mais pas simplement de la tête, qui soit aussi du corps et des émotions, et ce qu'on appelle l'éducation intégrale. Il le fait, mais il ne le fait pas simplement pédagogue. Il s'intéresse aussi par son engagement syndical, son engagement aussi dans le végétarisme, dans son engagement aussi pour la libre pensée. Il est athée, il l'affirme et il l'exprime avec force. Il est franc-maçon, il est aussi quelqu'un qui va développer des milieux libres, et notamment un des premiers milieux naturiens et naturistes. Donc on a une pléthore en réalité d'engagement ici qui donne en vérité, à mon avis,
quelque chose de fort sur l'engagement éducatif. On ne peut pas simplement s'intéresser aux scolaires et mes ouvrages en tout cas s'intéressent finalement très peu aux scolaires et de moins en moins aux scolaires pour essayer de voir la notion d'éducation au sens très large. Ça c'est une idée évidemment pour moi assez forte. La deuxième évidemment c'est encore une fois ce lien, ces échos avec aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les héritages, les notions on va dire de génération, en tout cas, sont à modifier un petit peu. Je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui plutôt que les générations, alors que je m'en suis beaucoup travaillé plutôt là-dessus, sur l'idée aussi de penser des, des liens, un espèce de cheminement qui peut se faire et d'entrechat, on va dire comme ça, qui se développe entre les générations, d'héritage, à la fois une part d'héritage et puis en même temps des nouveautés. Donc ça veut dire que ici, ces personnalités m'intéressent beaucoup parce que justement, on ne les met pas dans une case. Et d'ailleurs, de Crowley, on pourrait mettre une case, on dit que c'est un médecin éducateur, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une personnalité qui s'est intéressée à beaucoup d'autres domaines et dont on ne prend pas en compte. Donc voilà, donc ici, les idées que j'aime bien faire passer, c'est aussi qu'une personnalité, ben, elle est à la fois entière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. On essaye, en tant qu'historien, certaines fois, et je pense d'ailleurs à tort, de rendre linéaire une vie, et en tout cas un itinéraire et des engagements, mais qu'en vérité, bah, souvent, c'est aussi dû à des rencontres, dû aussi à des choix, dû aussi à des choix non voulus, subis, dû aussi à son milieu, et on voit bien que tout ça entre dans des paramètres extrêmement forts de compréhension d'un individu. Et d'ailleurs, si on regarde un peu le plan, et je pense au plan sur de Crowley, ben justement, c'est absolument pas des étapes de sa vie, mais c'est au contraire une compréhension de ses engagements qui, pour moi, prend en tout cas ce que j'ai appelé tout à l'heure un puzzle. Je pense qu'il y a un côté un puzzle et l'historien, aujourd'hui en 2025, peut essayer de faire un cheminement et dans 20 ans, un autre historien pourra trouver un cheminement absolument différent. Et ces axes ici sont assez forts. Ça rejoint en tout cas, pour ça que je me sens en tout cas extrêmement à l'aise dans, on va dire, en sciences de l'éducation et en histoire de l'éducation, parce qu'il y a surtout cette volonté d'ouvrir à chaque fois, de ne pas se laisser enfermer. Alors c'est une préoccupation personnelle bien sûr, mais c'est aussi de montrer en tout cas que les champs sont différents. Et puis je voudrais terminer sur quelque chose qui me semble aussi, qui me tient à cœur, c'est cette notion d'acteurs qui ne sont pas dans le viseur et qui sont hors du radar. C'est-à-dire que je trouve que en histoire, évidemment, la figure, entre guillemets, bah, c'est aisé, parce qu'on a des archives, on a notamment des archives écrites, mais en été, les personnages justement moins connus, eh bien là on est dans une histoire vraiment indiciaire, c'est pour ça que je parle beaucoup de ça maintenant, de ces indices, souvent indirects, la presse, ça peut être évidemment des éléments d'écrit, hein, il y a rien de contre, mais il y a aussi une compréhension de l'individu qui peut se faire et qui est un peu plus délicate évidemment, mais par contre pour l'historien, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une part, une marge de manœuvre assez forte, parce qu'évidemment il y a des zones d'ombre, et que ces zones d'ombre, en tout cas, nous permettent des interprétations et des ouvertures, en tout cas, extrêmement fortes. Ensuite, ce qui m'intéresse dans des personnages, on va dire, encore une fois, sous le radar, hein, je dis sous le radar parce que, évidemment, comme je fais de l'histoire du nom de pédagogues libertaires, bah, la plupart du temps, la police a vite tendance à essayer de les suivre, et justement, on s'aperçoit que bah, ces pédagogues sont très peu suivis par la police même, parce qu'ils ne sont même pas un risque hein, pour la société, ils réfléchissent par eux-mêmes, ils tentent des choses, et donc même aux archives de la préfecture de police, il y a souvent très peu de choses hein, sur ces personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, à mon avis, ils sont beaucoup plus représentatifs, finalement, certaines fois que certaines figures. Certaines fois, on a un peu tendance à penser, évidemment, un personnage emblématique, majeur, mais finalement, il est assez unique, hein, alors que ces personnages qui sont des militants, ça c'est indéniablement, ils sont engagés, mais surtout, ce qui est un peu fort, c'est qu'ils s'intéressent, encore une fois, à une variété de questions. Ils sont souvent pas, ils sont pas enfermés en tout cas dans des préoccupations complexes en tout cas de stratégie. Je dis ça parce que évidemment dans l'histoire par exemple de l'anarchisme, on a vite tendance à développer ceux qui seront plutôt syndicalistes, ceux qui seront plutôt qui s'intéressera à l'éducation, ceux qui seront individualistes. Bah là on voit que ça
ça explose en tout cas, ces espèces de typologies qui sont extrêmement fermées si on y pense. Et pour l'éducation nouvelle, je pense la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'on a eu tendance pendant longtemps, hein, maintenant évidemment on le sait bien, l'éducation nouvelle n'est pas un mouvement monolithique bloqué, c'est une nébuleuse avec des personnages qui finalement se rencontrent certaines fois se rencontrent absolument pas, mais ont des préoccupations communes. Et ça c'est un autre élément qui pour moi est extrêmement fort en histoire, c'est de penser une période en voyant justement des personnalités qui ont en tout cas suivi leur chemin et qui finalement, quand on les met l'un à côté de l'autre, dessinent en vérité quelque chose de beaucoup plus large. Bah, c'est une vaste question parce que, à mon avis, elle revient à quelque chose par contre qui m'intéresse énormément, c'est le côté politique. C'est-à-dire qu'on voit très bien que euh, parler d'éducation, ben, c'est aussi parler de politique, c'est parler de société, c'est parler d'aujourd'hui. De toute façon, tout historien en réalité parle d'aujourd'hui, hein. Il parle bien de là, de quelque part, il parle d'aujourd'hui parce qu'il est dans cette société. Et un historien d'il y a 100 ans, évidemment, ne pouvait pas écrire comme aujourd'hui et pareil dans 100 ans. Donc ça, c'est un peu de la palissade, mais c'est important de le noter. Et puis je pense qu'il y a aussi l'idée que bah, l'éducation, c'est un projet de société. Quand on parle d'éducation au sens large, et pas simplement de l'école, hein, c'est aussi tous ces acteurs, les parents, les amis, soi aussi, hein, ici, et puis les préoccupations internationales hein, qui peuvent être faites. On voit bien qu'on est dans un contexte extrêmement tendu, complexe, avec des défis, notamment environnementaux, qui bah, impliquent en réalité aussi une réflexion forte. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que l'éducation est un fait social total, hein, bah, c'est aussi sous-entendre ici que c'est un projet de société, s'intéresser à l'éducation. Pour moi, c'est aussi un engagement, montrer aujourd'hui que l'éducation n'est absolument pas dans le débat public est déjà une préoccupation importante. On sait très bien que penser l'éducation, ça s'est fait souvent dans des périodes de crise, et la plupart du temps dans les périodes de crise, c'est là qu'on s'intéresse à l'éducation de demain. Ça, c'est un élément qui, pour moi, faire travailler en tout cas à ça est important. Ensuite, il y a un autre élément, et dans mes ouvrages, c'est un peu sous-entendu, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment on sera dans 20 ans, et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est assez nouveau. Il y a un processus qui fait que qui peut nous dire comment sera la société dans 20 ans, et en avoir conscience, c'est déjà un élément fort, parce que ça veut dire que bah, tout ce qu'on sait aujourd'hui, bah, elle sera sûrement obsolète dans 20 ans et que donc d'autres éléments vont être intéressants, d'autres valeurs vont être intéressantes, et je pense évidemment à la curiosité, à l'esprit critique, à la créativité. Et dans les travaux que j'essaye d'entreprendre, c'est à chaque fois de montrer que finalement, ces pédagogues, ces militants de l'éducation nouvelle ou de l'éducation libertaire, bah, ils avaient cette préoccupation forte de ne pas s'attacher à des savoirs, encore moins à des savoirs académiques, universitaires ou scolaires, mais s'intéresser justement aussi à des valeurs. Un autre élément qui m'a amené aussi, et je pense qu'on peut faire avancer aussi les choses de façon forte, c'est en creusant justement sur l'idée d'une éducation qui ne soit pas que l'ivresse, qu'on a beau le dire à chaque fois, mais on voit bien que notre système est aujourd'hui encore fondé sur une hiérarchie qui est celle de la tête, hein, de l'intellect, j'allais dire même des sciences ici, et l'idée en tout cas de penser qu'un épanouissement de l'individu doit être aussi dans son corps et dans ses émotions et dans ses sentiments, ben on s'aperçoit que c'est pas quelque chose de nouveau, que ça a été pensé aussi par des pédagogues, pas simplement depuis le 19e siècle, mais en l'occurrence depuis le 19e siècle. Dans les travaux aussi, je pense qu'il y a un autre élément, moi qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression de voir la fin d'un cycle, hein, quand je dis justement que ici on ne sait pas comment c'était dans 20 ans, bah, ça veut dire aussi que le cycle, on va dire, pour aller vite, industriel, depuis le 19e, où s'est construit finalement notre école, notre façon de penser, notre structuration en tout cas de notre éducation, bah, en tout cas est dans un fin de cycle, et c'est pour ça aussi qu'on peut faire très vite un constat de ce qui ne va pas, mais j'essaye aussi de montrer ce qui peut aller, et en tout cas ce qui se fait, et c'est pour ça que les travaux notamment sur l'école dehors, sur l'école écologique, même si elle fait centrée sur l'école, c'est d'essayer d'ouvrir en tout cas, hein, voilà. Dans un prochain ouvrage justement qui doit paraître en janvier 2026,
l'objectif qui s'appelle justement l'éducation verte, éducation de demain, et un titre un peu présomptueux parce que justement l'éducation verte n'est absolument pas une préoccupation et je trouvais que c'était intéressant, en tout cas en tant que chercheur, de poser aussi cette question. Il y a d'autres personnes qui le font évidemment, chacun on va dire à sa place, mais en tant que chercheur d'essayer de poser cette question d'un contrat à la fois social, écologique, politique, hein, sur l'éducation. Parce qu'évidemment, le manque de réflexion sur l'éducation aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement complexe et difficile. On a l'impression d'avancer les yeux fermés si on ne sait absolument pas où on va, ou en tout cas où on tente d'aller. L'autre idée aussi pour faire avancer, hein, c'est aussi d'intervenir dans des préoccupations, on va dire, citoyennes. Et là, dans les travaux que je mène sur l'éducation verte, c'est d'aller vers aussi la place de l'enfant dans la ville et de travailler un petit peu sur ce qui s'appelle aujourd'hui la ville à hauteur d'enfant, qui est à la fois une démarche citoyenne, une démarche politique, mais qui mérite d'être un objet de recherche. Et je pense que là aussi, hein, sans vouloir replacer les chercheurs au milieu des débats de société, je pense qu'il faut absolument une intervention. Il y a un vilain mot qui est celui de vulgarisation scientifique. Et au contraire, moi j'apprécie énormément de pouvoir m'adresser à des publics extrêmement différents, curieux, mais aussi d'écrire des articles qui sont faits pour le grand public, pour justement permettre de diffuser à la fois nos recherches, de diffuser des informations, et puis d'être dans la société, d'être pleinement dans la société. On l'est en tant que citoyen, et je trouve que là, il y a cette porosité, en tout cas, quand on parle d'éducation, quand on travaille sur l'éducation, on ne peut pas se permettre, à mon avis, de ne pas être en phase sur certaines discussions. Il ne s'agit pas de suivre ce qui se passe dans la société, mais au contraire, de permettre d'amener son élément de compréhension. Et quand je parle justement de la place des enfants dans la ville, on voit bien que ça a des résonances extrêmement fortes avec les politiques éducatives, les politiques évidemment du ministère, mais aussi surtout les politiques des collectivités locales, de certaines collectivités locales, et ça permet en tout cas de travailler aussi avec d'autres personnes, de voir aussi pas simplement un monde scolaire, hein, encore une fois, hein, et là je n'ai absolument rien contre le côté scolaire, mais il y a aussi évidemment une compréhension beaucoup plus globale. Et je pense que faire avancer les débats sont pour nous des éléments extrêmement forts. Donc ça, c'est un petit peu voilà ce qu'on devrait faire, ce qui est toujours un petit peu compliqué à dire. Alors après, est-ce que ça le fait faire? Ça, j'allais dire que c'est une autre question. Je suis plutôt là assez pragmatique, hein. Et dernière chose peut-être aussi pour moi qui a un impact lié à notre recherche, mais aussi à ce qu'est notre société, c'est permettre aussi que des questions moins connues soient des objets d'étude. En parlant justement de la place des enfants dans la ville, c'est une vaste question ici, mais on s'aperçoit qu'une connaissance, hein, d'objets, hein, de compréhension. Je vous donne un exemple, justement, comme j'ai travaillé sur le cartable, l'histoire du cartable m'a semblé intéressante parce que à la fois ça pouvait intriguer, hein, et ça, moi j'estime que c'est important aussi de titiller un petit peu quelqu'un, c'est de dire tiens, ça peut être intéressant. Et puis derrière, de pouvoir structurer une réflexion montrant que finalement, par un objet que tout le monde connaît, on n'a pas besoin de définir, eh bien on trouve certains éléments, on trouve certaines compréhensions sur le poids du cartable, certes, mais surtout aussi sur ce qu'on y met, le contenu de l'école, comment on fait école, et finalement ce que représente l'école. J'ai la même chose sur quelque chose aussi qui m'intéresse, en tout cas, c'est sur ce chemin de l'école, c'est-à-dire entre le domicile et l'école, et finalement ça devient un objet de recherche, et souvent ça ne l'est pas, et c'est quelque chose qui touche aussi beaucoup les gens, parce que tout parent s'intéresse à cette question, tout enfant, mais aussi tout collectivité locale, tout commerçant aussi, hein, qui peut être dans une rue. Donc on voit bien que c'est aussi la force, à mon avis, de l'éducation, c'est qu'on a tous eu une éducation. On l'a pas toujours aimé, on l'a toujours été, et c'est pas toujours été quelque chose d'extraordinaire. Si on a été parent, ben on revit souvent une question d'éducation très forte, et on voit bien que l'éducation ne peut pas laisser indifférent. Et c'est cette force, à mon avis, de l'éducation, de compréhension de l'ensemble de la société. Quand on regarde l'éducation, eh bien, on voit un peu comment est une société. Je pense que nous, en tant que chercheurs, on a
intérêt en tout cas à replacer cette question au cœur du débat politique.